l'une des critiques qui est faite, c'est le RH à l'attitude et l'allure d'un gestionnaire administratif. L'allure. Pierre, c'est pour toi celle-là. Surtout l'allure. Je pense que tu peux rebondir là-dessus. Je sens que dit comme ça, c'est pas flatteur. Hein. T'as compris que c'était dire, pas. ouais, C'est pas très flatteur présenté comme ça. Pour répondre à ce préjugé, j'ai envie de dire que ça a évolué, on va dire. La fonction RH a évolué quand même dans le bon sens, parce que je pense que dans les années 90, on était vraiment un bon gestionnaire. On l'appelait l'administrateur Chef du personnel, on était quand même avant tout chef du personnel. Donc je pense que ça a évolué. Je pense qu'on ne l'est plus maintenant, en tout cas. On gère beaucoup d'administratifs et ça, je pense qu'il faut qu'on ait conscience. Enfin, en tout cas, les personnes qui désirent. Ça représente combien de temps à peu près, sans avoir en pourcentage, entre les contrats, les avenants, les moins d'un modifications. DRH normalement, mais d'un chargé RH, je dirais, franchement, c'est bien 70% du temps. Ouais, tu vois, c'est énorme. 70%. C'est énorme. Mais ça se sait pas. Je pense que les gens qui vont nous écouter, 70% du temps à gérer l'administratif. On y met quoi là-dedans ? On y met les avenants, les contrats à faire, tout ce qui est aussi suivi peut-être des NAO, les courriers d'augmentation, ce genre de choses. Ou même je mets la paye aussi. La paye, la paye, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est quand même de l'administration. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ça soit calé. Puis après, ça dépend aussi. Peut-être les courriers avec les administrations, les URSAF, les directs. Non, mais tu vois, si tu l'as pas sous-traité à un gestionnaire de paye, effectivement. Ou même tout ce qui est actualité aussi RH. Enfin, je sais pas, tu changes de convention collective. Enfin, moi, je suis en plein dedans. Je suis le seul sur le département RH. Bon, la partie administrative, c'est un peu à moi de gérer. Donc on est loin du. Donc évidemment, ça prend beaucoup de temps cette partie-là qui est très méconnue, qui est pas inintéressante. Non, c'est absolument pas. Il y a une vision très connotée négative là, gestionnaire administratif, parce qu'on est à côté un peu. Bon, j'ai rien contre Madame Michu, mais il y a un côté un peu très bureaucrate. On sent le fonctionnaire comme ça, qui est un peu devant son truc, qui a à remplir les formulaires. Donc ça fait un peu archive poussiéreuse, alors que c'est pas que ça. Dans l'admin, moi, je mets aussi un peu la gestion du SIRH. Parce que, tu vois, rentrer des infos, croiser les infos, être sûr qu'on a la bonne data, pour moi, ça reste aussi un peu de l'administratif. Donc, je mets ça aussi dedans. Donc, si t'es ni digital, ni administratif, c'est long. Ça peut être long. Après, quand tu montes dans la hiérarchie, t'abandonnes un petit peu plus ces aspects administratifs. Quoique, moi j'en fais toujours, ça dépend. Il faut rester DRH opérationnel, je pense, parce que après, si t'es trop loin... Il faut vraiment que tu sois tout en haut, parce que quand même moi j'étais encore jeune et insouciant et DRH, c'est pas les mêmes natures d'avenants, mais croyez-moi, t'en fais. C'est l'avenant du véhicule de fonction qui va changer, c'est la prime que tu regardes 3 fois. Ça va être ça, des chartes, ça va être des accords co d'un certain niveau. Alors oui, c'est plus du projet, c'est vrai. T'as des projets qui prennent plus le pas en termes organisationnels avec des belles présentations PowerPoint. Est-ce beaucoup plus intéressant que les gestions administratives ? On sait pas. On sait pas trop. On pourra aussi le... Mais ça se sait pas. Ça tombera pas dans les clichés. Est-ce que les RH passent du temps dans les réunions, dans des projets ? Pour l'extérieur, ça se voit pas. Alors que je trouve que franchement, un peu, voilà. Donc, tu en fais quand même. On est quand même en France. Je trouve que c'est quand même hyper bureaucrate. C'est vachement mieux, je te rejoins. Mais c'est quand même encore énormément. Et encore, heureusement, il ne faut pas le dire, mais tout n'est pas appliqué à la lettre. Parce que sinon, c'est pas gérable. Et puis, c'est peu évolutif. C'est-à-dire que tu vois, le licenciement... Je pense que les steps, les étapes d'un licenciement, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, tu vois, mais il y a des choses qui, pour moi, sont un peu des contresens. Tu vois, l'envoi de la lettre de licenciement, où il ne faut pas parler à aucun de ton collab. Et en fait, pour moi, c'est limite un non-sens, parce qu'il est une semaine à attendre. En fait, on a mis en place des réglementations qui, aujourd'hui, font un peu moins sens et qui sont des usines à gaz administratives qui sont quand même, tu sais, quand tu dois... Ou même l'élection d'un CSE. Oh mon Dieu. Oui, c'est clair. Alors ça, c'est administratif. Mais alors... c'est l'enfer. Et maintenant, il y a des boîtes qui sous-traitent et qui prennent en charge. Et heureusement. Mais quand il faut que tu aies le bon truc, la bonne urne, le bon isoloir... Les bons isoloirs. Et ça, les gens ne le voient pas. Mais en plus, il suffit que tu aies une grosse boîte et ça devient l'enfer sur Terre. Tu fais que ça. Donc c'est vrai que pour un DG, blague à part, payer quelqu'un pour faire ça, entre nous soit dit, sincèrement, à ce moment-là, c'est une bonne plus-value et en même temps, ça sert à rien. Enfin, je suis désolé, dans le sens où c'est utile, je suis le premier à dire, c'est hyper utile de négociation parce que c'est essentiel. Oui, mais d'un autre côté, quand tu as quelqu'un que tu payes ou tu as une équipe de 2-3 personnes à faire que ça pendant 2 mois, sincèrement, tu es en train de te dire, mais est-ce que je jette pas un peu mon argent par les fenêtres ? Mais là, il faut prendre un outil. C'est ça le problème, c'est que c'est des trucs. Combien de fois on passait, vous faites quoi ? Et limite, tu sens le regard. Nous, on va travailler sur des vrais projets, on va acquérir des clients. Nous, on récupère des enveloppes roses et des enveloppes bleues. Franchement, tu passes un peu pour une quiche et tu te dis, what the fuck, moi aussi, bien sûr, je préférerais travailler sur l'acquisition de clients, optimiser les marges, essayer de participer de manière active au business. Mais évidemment, t'as pas le choix, parce que si tu le fais pas, qui va le faire ? Et si ça pète, on va dire, mais qui ?
oui, mais en fait, je préfère aussi être avec vous dans le. Bah, personne n'a fait du coup ce truc. Ah oui. Et maintenant, c'est important. Je sens que c'est important à vos yeux, alors que ça ne l'était pas il y a 2 mois. Bien sûr. Tu vois, ça devrait être simplifié. Oui, ça devrait être simplifié, et ça ne l'est pas suffisamment. Après, l'administration aussi française. Enfin, je pense qu'on est aussi dans un pays où nous-mêmes on subit aussi la non-digitalisation aussi de l'administration française. Enfin, typiquement, là, il y a une semaine, j'étais en train d'envoyer en tout cas une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle à une DRITS de Bretagne. Je me suis fait refouler parce que c'était une signature électronique, alors que la DRITS de Paris était en tout cas assez ouverte sur ça. Donc il y a quand même aussi un problème où en fait on nous force aussi à avoir beaucoup de papiers, à avoir beaucoup. Par contre, ils sont hyper innovants sur changer les acronymes. Oui, moi je suis restée sur la directe. Clairement, oui, c'est vrai. T'as vu comment ça bouge vite? C'est gros budget là, au ministère du Travail. Mais je suis d'accord avec. On aurait pu faire un sujet d'ailleurs sur tous les acronymes. Ça fait rire en général. Tous les étrangers me disent, ça veut dire quoi votre truc? Mais si, le RC, le rupture conventionnelle évidemment, la DRIT. Mais si, c'est toi tu restes sur les anciens termes. Moi je. Et tu te fais peur en disant je connais pas cet organisme. Et tu payes quand même des gens pour refaire tous ces tours. Oui, autre point souvent d'achoppement qu'on peut lire, c'est les RH, ils rappellent pas les candidats, quoi. Je veux dire, on fait des entretiens. Ça, vous le voyez tous les jours. Le méchant RH et le gentil candidat. Très important de rentrer dans ce rapport complètement binaire. Oui. Et on n'explique absolument pas la manière dont se passe. Alors évidemment, un disclaimer, on ne justifie pas le fait de ne pas rappeler un candidat qui a eu un entretien. Mais néanmoins, l'autre versant des choses est un peu plus nuancé que ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de partager ça plusieurs fois. Tu as soit des entretiens avec des candidats où c'est pas oui, c'est pas non, parce que ton DG te dit très clairement, mais je peux avoir mieux. Donc, tu peux pas répondre non. Tu peux pas dire au candidat, alors vous allez rire, vous êtes bien. Mais comme je peux avoir mieux, peut-être si vous pouviez encore être disponible, ça serait super. Tu peux pas le faire, c'est pas possible. Tu as le cas des salaires où tu n'es pas encore d'accord, donc c'est pas oui, pas non. Mais alors la rémunération, c'est un énorme sujet parce que les gens en général sont pas toujours d'accord. 3, oui. Moi, si à chaque fois j'avais répondu à tous les candidats, mais sincèrement, en fait, je faisais plus rien. Parce que déjà, tu te demandes vraiment pour y postuler, c'est très énervant. Tu as un bon tiers, ça n'a rien à voir, c'est assez honteux. Tu as des gens, tu te dis, mais attends, je crois pas, je demande un responsable commercial. Exactement. Et parce que c'est hyper facile. Alors on va te dire, oui, mais comme vous répondez pas, on postule à tout. Ouais, mais dans ces cas-là, il faudra pas se plaindre le jour où on n'aura que des robots qui vont se parler entre robots, parce que au bout d'un moment, c'est quand même pas OK. Donc je peux faire moi aussi de la démagogie, du gros rouge qui tâche, pour dire, moi, dès que j'ai un CV, je passe du temps, je passe 1 heure, évidemment, j'appelle le candidat pour en savoir plus. Mais c'est pas vrai. Aucun RH n'a jamais fait ça. Non. Et celui qui dit ça, il ment. Non, et puis comme tu dis, avec la simplification des postulations, notamment sur LinkedIn, le fait de plus avoir de lettre. Alors moi, j'aime pas du tout la lettre de motif. J'ai toujours trouvé ça que c'était bateau, chiant. On t'apprenait à l'école à comment faire une bonne lettre de motif. Je trouve que c'est un peu du bullshit. Il n'empêche que quand tu as besoin de faire une lettre de motivation, tu lis 3 fois l'offre et tu réfléchis à 4 fois avant de postuler. Parce qu'en fait, les candidatures simplifiées sur LinkedIn, le nombre de candidats qui ne prend pas la peine de lire la job description et que t'appelles et que tu dis vous allez faire ça. Ah mais non, pas du tout, mais je suis beaucoup trop qualifiée. Pour une alternance, j'ai quelqu'un qui postule, il est DG. Donc ça va être long. Tu me vois l'appeler pour dire bonjour, vous êtes là pour l'alternance? Pas du tout, je suis directeur général. Ah bah perdu, c'est l'alternance sur les gars. Non, mais... Je te dis franchement, il a dû voir 2 mots-clés, il me dire c'est bon, ça passe. Ils vont... C'est absolument insupportable. Alors ça ne se dit pas parce que il y a du compte du bien et le compte du mal. On aura compris dans quel sens. C'est assez clivant ce sujet. C'est hyper clivant et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que non seulement il y a aussi des impératifs de la part de la direction générale, tu as effectivement des suivis. Alors maintenant, tu as quand même des super tableaux de bord. Moi, je trouve qu'en fait, ça résolvait pas vraiment le problème parce que en fait, tu avais de plus en plus de profils qui arrivaient. Tu as ceux qui viennent pas, mais c'était avant le Covid. Ceux qui venaient pas honorer les entretiens, c'était pas la majorité quand même. Après, tu avais les entretiens qui se déroulaient. Globalement, franchement, nous on rappelait, c'était rare qu'on rappelle pas, et chez les cadres, comme c'était peu, on rappelait. Après, c'est les motivations qui étaient parfois où tu n'étais pas très à l'aise. Parce que c'est ça. Parfois, tu sais pas quoi dire s'il n'y a pas de fit personnel. C'est un truc qu'on ne dit pas, mais il y a un truc irrationnel. Et c'est aussi vrai dans les recrutements que dans les mobilités. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas le fit, s'il n'aime pas ta tête, il n'aime pas ta tête. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je ne suis pas magicien, en fait. Non, après, ça se dit pas. On va dire c'est que les compétences, c'est que les hard skills. Enfin, devrais-je dire maintenant, les soft skills. Puis à un moment donné, il y a un truc comme ça. On dit souvent que les 10 premières secondes, ça donne un peu le là. Et je trouve que les bons super commentateurs, les experts, vont pas stretcher pour dire si c'est un côté irrationnel, c'est un côté rationnel. Quelqu'un que tu vois en 10 secondes, tu as un avis.
Il n'a pas parlé. C'est un truc qui a un feeling. Après, il confirme ou pas, il confirme. Mais c'est compliqué de dire à quelqu'un, bah oui, vous avez les compétences, mais il ne s'est pas passé le truc. Voilà. Après, moi, quand je trouve qu'un candidat a vraiment, entre guillemets, un peu foiré son entretien, ou en tout cas n'a pas eu la bonne approche, moi, j'ai de moins en moins... Alors, je recrute plus vraiment, mais j'ai de moins en moins de mal à dire ce que j'ai vraiment pensé du candidat. Parce que je trouve que c'est structurant pour les gens aussi de savoir pourquoi. C'est vraiment rare en fait alors peut-être les cabinets de recrutement c'est différent, mais en RH interne, c'est vraiment rare qu'un candidat qui soit vraiment allé très loin dans le process, tu donnes zéro news. Et des fois, tu fais un peu de oui, on ne sait pas trop pourquoi, mais en réalité, c'est rare. C'est vrai que ce qui est reproché au cabinet de recrutement notamment, c'est comme ils doivent faire énormément de chiffres, présenter beaucoup de candidats, parfois sur des multipostes, c'est compliqué de faire de la personnalisation en se disant mais attends, déjà sur quel poste je l'ai... Oui, parce que juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent sur la partie, parce que le recrutement, ils n'en ont pas assez de vision, ils ne savent pas comment ça marche. Certains, si, toi qui m'écoutes, bien sûr, tu sais, mais généralement, il y a vous me dites si ça a peut-être changé, mais il y a deux manières quand vous travaillez avec un cabinet de recrutement, c'est soit vous travaillez en exclusivité ou pas en exclusivité. Quand c'est en exclusivité, en gros, vous travaillez avec un cabinet de chasse de tête. Quand c'est de la chasse de tête, c'est-à-dire c'est généralement des choses un peu off-market, donc il n'y a pas d'annonce. Donc globalement, quand c'est de la chasse de tête, c'est en exclu, mais pas toujours. Donc c'est un cabinet un peu comme une annonce immobilière, quoi. Et quand c'est hors exclu, qui a été la grande tendance qui s'est développée, c'est le premier qui gagne, le premier qui trouve le candidat à gagner. Donc vous travaillez avec 3, 4, 5, 6 cabinets de chasse. Franchement, ça ne les amuse pas non plus beaucoup, mais parfois pour des raisons de coût, vous décidez d'aller au plus offrant. Et après, ils vont aller chasser vers les mêmes profils. Donc il y a des candidats, ce que j'entends, ils reçoivent 1, 2, 3 appels pour le même poste. Il y a les cabinets qui ne sont pas toujours motivés parce que de toute façon, on est tellement sur le marché que j'y vais sans y aller. Donc, il n'y a pas une énorme motivation. Donc, il y a peut-être aussi, de mon point de vue, un modèle économique à revoir. Pour moi, le modèle économique du recrutement, je le dis franchement, pour moi, il arrive au bout. Et puis, ça dépend aussi des postes. Moi, franchement, on le sent aussi clairement pour avoir fait beaucoup de recrutement là, depuis juillet où il y a des cabinets de recrutement en fait, qui nous refoulent juste parce que le poste n'est pas intéressant, ils ne vont pas aller plus loin. Après, j'entends parce que tu vois, quand tu es recruteur et que tu es spécialisé dans un type de recrutement et qu'en fait, c'est un peu horrible, mais toute la journée, tu vois les mêmes types de profils qui te racontent un peu les mêmes choses ou qui ont un parcours similaire ou pas forcément similaire, mais pour lequel tu dois représenter la fonction. C'est souvent un peu de représentation aussi, c'est fatigant. C'est fatigant. Et moi, évidemment, on n'excuse pas le fait de ne pas rappeler les candidats, mais en réalité, ça dépend de quel stade de recrutement. Et il faut entendre aussi que parfois, c'est un peu de la boulimie parce qu'il faut faire du chiffre et qu'en fait, souvent aussi, les recruteurs, c'est des profils de commerciaux. Et comme un commercial va vous rappeler 10 fois pour essayer de vous vendre quelque chose, on est un peu dans cette mécanique-là. Et on aimerait, en tant que recruteur, moi, à l'époque, prendre le temps avec les candidats, vraiment explorer qui ils sont, faire des tests de personnalité. Mais dans la réalité des faits, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que tu as des chiffres à faire. Il faut pourvoir en plus, généralement, les délais aussi pour lesquels c'est rare qu'on soit dans l'anticipation. Donc, c'est souvent, il faut quelqu'un quand ça, tout de suite. C'est quand même souvent, après, même sur les job descriptions, alors peut-être ça a changé, mais sauf sur les postes vraiment très élevés, où tu passais du temps dans la rédaction de job description. Je trouve que plus tu allais en bas, plus globalement, Micheline, elle est partie, il faut remplacer Micheline. Moi, il ne faut pas imaginer derrière que le manager, il va passer 40... Enfin, moi, je l'ai peu connu. Le manager, il ne va pas passer 1 heure avec vous pour dire alors, qu'est-ce qu'on met comme compétence ? Qu'est-ce qu'on met là ? Qu'est-ce qu'on met comme soft skills ? Ah oui, moi, je voudrais bien qu'elle soit un petit peu plus comme ça et un petit peu moins comme ça. Oui, tu as raison. Désolé, tu peux tenter, mais je faisais des copier-coller d'annonces. Enfin, je pourrais raconter la messe, mais c'est des copier-coller. Alors oui, je faisais des 3 originalités, voilà. Mais globalement, c'était assez similaire parce que c'était des emplois assez similaires. Évidemment, plus tu montais, moins c'était le cas. Et là, on avait recours à des chasseurs. Donc, de toute façon, ça réglait un peu le débat en réalité. Mais en fait, il y a une espèce d'intellectualisation pour un truc qui n'est alors que c'est plus mécanique. Mais après, la chasse, à l'époque, c'était pas de la chasse sur LinkedIn aussi. Le recrutement de chasse, c'était vraiment, tu prenais ton téléphone, tu prenais le bottin, t'appelais la boîte au standard, tu te faisais passer pour Micheline qui avait besoin, je sais pas si tu voulais recruter un pâtissier qui avait besoin d'un gâteau pour son anniversaire de mariage. Et c'est comme ça que t'arrivais à voir les gens. C'était ça la chasse, c'était les scénarios. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la chasse, c'est du réseau, du LinkedIn. Mais je suis d'accord avec toi. Les chasseurs d'avant, avec le marché caché, il y en a
Je sais que le marché caché, je ne veux pas casser le mythe parce que 70%, moi j'ai toujours dit que ce n'était pas vrai. Donc pour moi, ce n'est pas la réalité. C'est 5% du marché. Le marché caché, c'est infime. Surtout aujourd'hui. 95%, c'est en annonce. C'est sur LinkedIn, comme tu viens de le dire, mais c'est des job boards, énormément, même des sites pour les étudiants, quasiment toutes. Alors, mais excusez-moi, c'est un peu le business aussi de chasseurs, de faire croire que tout est un peu en marché caché. Donc, vous imaginez la déception, mais quand vous n'avez pas de poste, vous allez dire, mais c'est un marché caché, alors on ne sait pas trop, est-ce que je suis pas au courant de choses? Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai pas de souci à payer des fees importants, des pourcentages importants du salaire quand tu recrutes avec des chasseurs, mais pour moi, ce que je vais valoriser maintenant, je sais bien que la chasse cachée, ça n'existe quasiment plus. Ce que je valorise, c'est la qualité et l'étendue de ton réseau. C'est-à-dire que si tu as 4000 candidats dans ta base, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, même si en fait, tu fais que rappeler des gens que tu sais déjà en recherche. Au moins, ils sont qualifiés, c'est des profils qui ont été vus en entretien. Et si tu lances une chasse et que le mec va sur LinkedIn, pour moi, je suis désolée, il faut bien commencer quelque part, mais en même temps, avec un petit peu de temps, je peux le faire. Mais tu sais que c'était une réflexion d'un chasseur qui avait, dont je ne dirai le nom, qui m'avait fait sourire, qui était dans le luxe. Et il était tombé chez une énorme entreprise de cosmétiques, un des leaders dont on taira le nom, et qui lui avait dit, alors elle dit, je sors, je prends mes petites notes, tout ça, donc je suis contente, c'est un poste de directeur pays. Donc la DRH Monde lui dit, ok, donc vous avez la mission. Elle dit, j'étais contente parce que c'est évidemment partie des 3-4 gros acteurs du marché. Et donc la DRH lui dit, par contre, on est d'accord, vous ne me trouvez pas quelqu'un qui est sur LinkedIn. Pas quelqu'un qui est sur LinkedIn. Et là, tu la regardes, dit, c'est-à-dire, j'ai pas compris la... s'il est sur LinkedIn, j'ai pas besoin de vous. Elle m'a dit, j'ai pas pris la mission. Ouais. Bah oui, mais bien sûr. Et en fait, on va dire, quand tu t'appelles Bip, t'as pas besoin en fait. Et donc, ça m'avait fait rire, elle pas trop pour le coup, elle n'a pas trop ça marrant quand elle avait décrit. J'ai bien senti que ça n'avait pas du tout fait rire pour le coup, mais néanmoins je m'étais dit oui, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est facile, naturellement il faut être amené à changer la manière de faire. Donc sur la partie recrutement, il y a encore pas mal de choses à dire. Non, mais il faudrait qu'on refasse un épisode parce qu'on a tellement de choses à dire sur le recrutement. Il y a quelques sujets où on voit que ça revient quand même. Justement, pour prochain cliché qui revient aussi, il y en a 2-3 qui sont toujours les mêmes. Le RH, vous le voyez à l'entrée, à la sortie. Au recrutement, c'est celui qui recrute et qui licencie. Pierre, c'est pour toi. Vous avez 3 heures. Bonjour Pierre. Bonjour. Vaste préjugé quand même. Alors j'aurais envie de dire non. Naturellement, j'aurais envie de dire non. Parce que je suis même pas sûr qu'on le voit à la fin déjà, premièrement. Je pense que l'offboarding, il est très très mal géré en tout cas, en tout cas en France. Je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ça. Et après, peut-être plus sérieusement, il y a quand même toute une notion quand même de développement des compétences. Enfin, on le sait en plus que la compétence devient de plus en plus rare et l'espérance en tout cas de vie d'une compétence devient de plus en plus basse finalement. On est plutôt sur l'ordre de 3 à 5 ans. C'est ça, ce que j'entends aussi. Donc on a tout intérêt quand même à jouer un rôle dans l'entreprise pour renouveler, pour anticiper aussi. Donc non, on est l'acteur premier plan sur ça, parce qu'on doit aussi avoir une connaissance quand même du business, finalement de nos concurrents aussi, pour mieux anticiper, avoir cette curiosité-là quand même pour développer en tout cas les compétences de l'entreprise. Après, ça se passe par la partie formation, par oui, bien sûr. Bien évidemment par toutes les initiatives RH qu'on peut y retrouver, mais non, j'aurais envie de dire non comme ça, non, juste parce qu'il y a quand même toute la partie. Parce que tu as le droit de dire non. Exactement. Tu n'es pas obligé de dire oui non plus. Et Claire, d'ailleurs, Claire va dire non aussi. En fait, je trouve que c'est vraiment un préjugé un peu beauf. Désolé. Non, mais en fait, je me sens déçu. Il y a plein d'entreprises où en fait l'onboarding déjà est réalisé par les recruteurs. En interne, j'entends, et pas forcément des RH à proprement parler au sens où on l'entend. Et l'offboarding, je suis assez d'accord, souvent parce que c'est mal géré. Parfois, tu rends ton matériel au parc, l'informatique, et puis ça se passe comme ça. Oui, c'est vrai. Tu reçois les documents. Donc ça dépend. Il y a des boîtes qui sont assez pauvres dans ces systèmes-là. Il y a des boîtes où les RH sont beaucoup plus présents. T'en as où parfois il n'y a même pas de RH et c'est l'admin qui va gérer l'onboarding et l'offboarding. Donc je trouve que c'est un peu réducteur de dire ça. On est bien au-delà de ça. Mais c'est ce que les gens voient. Bon, après, je trouve, je suis hyper d'accord. Je trouve que c'est... Est-ce que ça a déjà été vrai? J'en sais rien. C'est parce que je pense que c'est celui qui annonce le licenciement, qui envoie le courrier, et qui envoie la lettre d'embauche. Mais effectivement, il fait quand même plein de choses. Alors le RH, je vais l'entendre au sens extrêmement complet. Moi, je vais y mettre le talent acquisition, le responsable des relations sociales, le juriste, le RH, le DRH, chargé de RH, tout.
En réalité, franchement, pour moi, c'est faux, quoi. Enfin, après, je dis pas que dans certaines entreprises, évidemment, si on dit le DRH monde, évidemment, mais tu as toujours un RH de proximité et il faut vraiment tomber sur quelqu'un de particulièrement tordu auprès duquel, si tu envoies un message ou si tu passes, il va pas te répondre. Franchement, j'y crois pas. Je pense que les RH, au contraire, ont essayé de développer plein de nouvelles possibilités, que ce soit effectivement en termes de développement des compétences. Alors oui, on peut mieux faire tout ça, mais quand même, en termes de formation, il est là plusieurs fois. Attendez, mais je pense aux médailles du travail, c'est un truc un peu vieux. Mais alors après, tu avais c'était l'alerte boomer. Oui, c'était l'alerte boomer. Mais ça existe encore, ça dit que moi. Les médailles du travail. Alors en général, il fallait être là pendant 20 ans. Alors vu que la moyenne d'âge de ceux qui nous écoutent... Médailles du travail. Bah, tu sais que certes... Mais tu avais des primes que nous on versait à 20 ans. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils le demandaient. C'était pas que la médaille, bon voilà. Mais c'était, tu avais un mois de salaire ou 25 ans, c'était un mois et demi de salaire. Non, mais ouais, maintenant c'est des primes d'ancienneté, quoi. Enfin... Mais il y avait ça aussi, mais ça n'avait rien à voir. Ah. Ben non, je peux te dire, pour budgéter. Claire est intéressée là. Oui, il faut 20 ans. Ouais. Donc t'es pas encore. J'ai encore un peu de taf. Encore pas tout de suite, mais je trouvais l'idée plutôt cool. Donc c'est vrai que la partie RH, pour moi, sur la partie recrutement et licenciement, bien sûr, ça fait partie du job. Mais en réalité, elle met en place un tas des informations régulières sur une participation quand tu as la chance d'en avoir, bien sûr. Mais tu as des messages de ça. Franchement, pour moi, c'est pas la mutuelle. Bon. Ça sent les gens qui sont un peu frustrés. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout. C'est hyper réducteur. Alors après, le seul truc qui m'agace toujours, mais je pense que c'est spécifique au RH, c'est que si je fais la même chose avec le marketing, la finance, la qualité, la sécurité, si je te dis c'est quoi les idées reçues, alors là, bizarrement, il y en a pas. C'est dingue, parce que c'est tellement accessible. Quelqu'un en qualité, je suis d'accord, c'est mais pas quand ce même. qu'il fait. Oui, Tout le monde sait ce que fait un RH. C'est pire, je trouve. Dans les grandes lignes. Oui, mais du coup, c'est vrai que tu as envie de dire, le RH... Non, mais quand t'expliques, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous expliquez votre job de RH, ou toi, quand c'était le cas à l'époque, moi, quand j'expliquais à ma grand-mère le job de RH, elle comprend. Parce que pour tous ceux qui ont un peu, tu sais ce que c'est une entreprise. Oui, t'es salarié, t'as une paye, bien sûr, je suis d'accord. Par contre, quand je devais lui expliquer le business model de ma boîte, sortez les rames, tout ce qui est digital, etc., c'est hyper compliqué. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui fait de la qualité ou quoi qu'un DAF aussi, c'est accessible. Mais tu vois, il y a plein de jobs aujourd'hui qui sont dans le flou artistique de quand tu dois expliquer ton... Et pourtant, c'est moins critiqué. Alors, ça dépend quoi, mais quand même, t'as force... Je trouve que, peut-être à tort, j'ai l'impression que tous... Pas que la qualité, je pense que les gens ça même pas, ils vont dire mais c'est même pas, vous au moins on a un avis, tu vois, je le prends comme ça moi, je me dis vous au moins on a un avis tout pété, mais on a un avis de qualité, on ne sait même pas que ça existe. Je pense qu'on doit être la seule profession où on ne doit pas avoir énormément de préjugés par rapport à d'autres. Je pense qu'il y a d'autres fonctions qui ont beaucoup plus de préjugés juste par méconnaissance en tout cas. Je pense qu'ils n'ont même pas d'avis. Ouais, ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont même pas d'opinion, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Qu'est-ce que tu as comme préjugé de la fonction qualité par exemple? Finalement, en fait, tu te dis, ils vont être quoi? C'est des process, il faut les respecter. Oui, mais ça, c'est limite de job description. Ouais. Oui, ils sont rattachés en général, ils demandent du bord. Ils sont au coefficient 487. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit free la syntaxe, c'est quoi le principe? D'ailleurs, j'en ai besoin. C'est quelqu'un. D'ailleurs, je lance un avis de recrutement. Alors que le DAF, tu peux avoir le seul préjugé que j'ai en tête, c'est il a que les chiffres en tête. Et bon, à part ça. Il a aussi la tête comme ça. Et il a une cravate. C'est ça. Mickey. Oui, c'est vrai. On est revenu quand même dans le financier des années 80. Exact, mais c'est comme ça, je le vois en mode The Office, tu vois. Ah oui, je comprends. D'ailleurs, le RH dans The Office, bref. Eh bien justement, ça va être une très belle transition pour la suite.